À La Rochelle, l'avenue Jean Guiton est très longue, elle traverse quasiment toute la ville. Au 51 se trouve un petit pavillon comme tant d'autres où habitait une vieille demoiselle, un ancien professeur de piano, elle s'appelait Élise Meillan. Le destin, la fatalité l'a choisi cette dame pour être la victime d'un crime d'une violence extraordinaire, vous allez voir, et d'un mystère complet. Il faut dire aussi que la police et la justice y ont mis du leur au départ pour bâcler l'enquête et enterrer le dossier. 9 janvier 1975, 20h30, Ghislaine Le Gall est la voisine de mademoiselle Élise Meillan. Jeune femme sympathique, elle connaît la vieille dame et va s'étonner d'entendre sonner à cette heure-là dans le pavillon d'à côté. Mademoiselle Élise est très méfiante et elle n'y voit plus grand-chose. Le mur de séparation entre les deux pavillons est très mince. Alors d'une oreille discrète, la jeune femme finit de dîner avec sa mère, Ghislaine Le Gall entend la porte à côté s'ouvrir, un bruit de voix, une, plusieurs. On n'en sait rien avec la télé qui fonctionne. Ça va être l'heure des Brigades du Tigre, le célèbre feuilleton sur l'heure duquel tout le monde va se référer après. Puis soudain, des hurlements. Ghislaine saisit, ouvre les volets sur la rue, elle ne voit rien. Elle téléphone chez sa voisine, ça ne répond pas. Les deux femmes sont tétanisées de peur. Elles finissent par appeler le coiffeur d'en face, M. Auvinet, où les agresseurs ont sans doute entendu les appels. Ils s'enfuient en claquant la porte. Entre la sonnerie et l'alerte au coiffeur, Ghislaine Le Gall estime à 10 minutes le temps passé, Véro. Le coiffeur se précipite, par parenthèse, c'est un homme courageux, il monte au perron du pavillon, mais la porte d'entrée est bloquée. Mademoiselle Meillan avait fait installer 27 verrous sur cette porte. Je me suis toujours dit que le temps d'ouvrir 27 verrous, on a celui de réfléchir à qui on va ouvrir. La vieille demoiselle, à demi aveugle, savait-elle à qui elle donnait passage ce soir-là ? Finalement, ce seront les pompiers qui parviendront à entrer dans le pavillon par une fenêtre de derrière. Ce qu'ils découvrent est atroce et je vous fais grâce des détails. Mademoiselle Élise est à terre, le corps allongé près du piano dans le salon. Elle a été violemment frappée à la tête. Il y a du sang partout. Une chaise et un tabouret ont été renversés. Les pompiers remarquent également une tache de sang sur l'une des chaises. On peut en déduire que la vieille dame était assise au moment où elle a été agressée. À part ça, rien. Pas une seule empreinte, y compris sur le seul verre de vin posé sur le radiateur. Soyons clairs, y avait-il des traces, des indices ? Nous sommes en 1975, à cette époque, on n'avait pas le même respect des scènes de crime qu'aujourd'hui. Donc, on n'a rien trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'empreinte. La recherche ADN n'existait, pour ainsi dire, pas. Autre chose, d'après le souvenir de Ghislaine Le Gall, il ne s'était pas passé plus de 2 minutes entre l'entrée du visiteur et les cris. Donc pas le temps d'aller chercher un verre et de verser du vin. Alors pourquoi un seul verre ? Dans cette affaire, les questions sans réponse s'additionnent dès le début. À ce moment précis va se dérouler la scène la plus décisive de l'affaire. Tout va partir de là. Le SAMU est arrivé, les sauveteurs s'aperçoivent tout de suite de la gravité des blessures de mademoiselle Élise. Je me souviens en gros du rapport du SAMU. La voûte crânienne est défoncée, une brèche est visible sur la méningite dure. Je me souviens surtout des mots ensuite, le cerveau est à nu et le liquide céphalorachidien a coulé. Pardon pour cette description, mais elle révèle bien l'état de mademoiselle Élise à cet instant. À ce moment aussi survient le docteur Girard. C'est un homme d'un certain âge, ce qui n'est pas grave. C'est surtout un médecin légiste. Et c'est en légiste qu'il va examiner la blessée. Il dira à l'audience plus tard « j'ai d'abord cru qu'elle était morte, puis je me suis rendu compte qu'elle respirait encore ». Commentaire d'un des infirmiers, on s'est tous regardés, on trouvait qu'il a tout de même une drôle de façon de farfouiller dans la plaie pour y chercher des morceaux d'os. N'empêche, le légiste semble avoir pris la direction des opérations, la blessée est placée dans une ambulance, mais au lieu de la faire partir de toute urgence, le médecin interroge « Savez-vous ce qui est arrivé ?» Réponse dans un souffle, il a cogné très fort. Un ou plusieurs ? Un. Et savez-vous qui c'est ? C'est le mari de l'infirmière qui fait des piqûres à ma sœur. Bien sûr, il y a des silences, de longs silences entre questions et réponses, mais on questionne toujours. Dans l'ambulance, tout à côté du docteur Girard, il se trouve un infirmier et une jeune interne à laquelle le vieux médecin va d'ailleurs s'imposer. La jeune femme aussi pose des questions. « Vous avez déjà vu cette personne ? » « 1 ou 2 fois. » « Qu'est-ce qu'il a dit en se présentant ? » « Je suis Mauvillain. » Dans l'ambulance, tout le monde a entendu le nom de Mauvillain, c'est incontestable. Mes questions ? Mademoiselle Élise a-t-elle répondu aux questions qu'on lui posait ?
Réponse du chirurgien-chef du service de neurochirurgie de l'hôpital de Poitiers. Lui, il a reçu Mademoiselle Meillan quelques heures avant le décès. Il me l'a dit, non, le cerveau était trop touché, elle n'avait sûrement pas conscience de ce qu'elle entendait et même de ce qu'elle disait. Il me l'a dit, le chirurgien, parce que je suis allé lui demander. Le juge d'instruction, lui, n'a rien demandé. Il n'a même pas vu les radios du crâne. Même pour un profane, je vous jure, c'était impressionnant. Pas d'autopsie non plus, et les radios sont restées à Poitiers. Mais pour les enquêteurs, pas de problème, ils ont une piste, Mauvillain. Qui est ce Mauvillain ? Eh bien, Guy Mauvillain et sa femme Yvette habitent La Rochelle. Il est aide-comptable en retraite, elle est aide-soignante à l'hôpital. Les policiers surgissent chez lui à 11h du soir et le convoquent pour le lendemain au commissariat. C'est étrange tout de même comme procédure. Si Mauvillain est un bon suspect, on le met tout de suite en garde à vue de peur qu'il s'échappe. Mauvillain, lui, reste chez lui et se rend au commissariat le lendemain. Il ne sait pas que Mademoiselle Meillan est morte, on lui a simplement parlé d'agression. Alors lui demande tout de suite à être confronté. Mais avant de partir de chez lui, il remarque 3 petites taches brunes sur son imperméable. Il est tétanisé de peur, Mauvillain, il pense qu'on va croire que c'est du sang. Il échange son imperméable contre celui de sa femme. Pour les policiers de La Rochelle, c'est la preuve majeure de la culpabilité. En fait, on ne saura jamais quelle est la nature de ces taches. Où étiez-vous hier soir vers 20h ? Chez moi, j'ai préparé le repas, puis j'ai lu. À 10h, à 22h, j'ai sorti la voiture pour aller chercher ma femme à l'hôpital. Je vais faire court. Les enquêteurs, le procureur, le juge d'instruction, tout le monde est d'accord, c'est Mauvillain. Pas d'empreinte, pas de sang sur lui, pas de vol, pas de mobile, rien n'y fait. Elle a dit Mauvillain, c'est Mauvillain, personne n'a douté une seconde, même pas les jurés de la cour d'assises, une seule journée, une seule audience, 25 septembre 1975. Un président pressé, un avocat général convaincu, un avocat de défense nul, mais alors nul, pas d'expert, pas de contre-expertise, pas de défense, donc pas de doute. Mauvillain assommé, muet, 18 ans de réclusion criminelle, et on passe au dossier suivant. C'était tout de même un peu gros. J'apprends l'histoire par hasard, je refais l'enquête, je tourne un documentaire avec maître Jean-Yves Dupeux, qui est un premier couteau du barreau de Paris, intrigué comme moi par le doute énorme de cette affaire. On le diffuse, ce film, en Antenne 2, et en 81, Badinter, garde des Sceaux, convaincu lui aussi que la justice n'était pas passée, suspend l'application de la peine. Mauvillain sort de Centrale de Murettes, je me souviens, il pleurait, Yvette l'embrassait, le pauvre homme, pas un mot méchant sur ce qui lui était arrivé. La Cour de cassation dit d'abord « Ah non, 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 on ne casse pas le verdict ». Le ministre insiste poliment, alors elle dit « Ah ben d'accord », et on rejuge à Bordeaux. Et là on voit arriver une jeune femme décidée et un homme fortement charpenté. Lui, c'est le chirurgien de Poitiers. Il montre les radios du cerveau cassé de Mademoiselle Élise et il estime, devant cet état, Monsieur le Président, elle disait n'importe quoi. Madame Mauvillain avait d'ailleurs dit à Mademoiselle Meillan « Si je ne suis pas là et que vous avez besoin de quelque chose, appelez vite mon mari, il viendra tout de suite. » Je pense, ajoute le médecin, que Mademoiselle Meillan appelait à l'aide inconsciemment le mari. La jeune femme, elle aussi, était du solide. Je suis, dit-elle, la voisine des Mauvillain. Ce soir-là, je m'en souviens, Monsieur Mauvillain a fait frire des sardines dans la petite cour qui nous sépare. L'odeur, vous pensez que je m'en souviens, à l'heure des brigades du Tigre. Le président, mais alors madame, pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Mais je l'ai dit, j'ai même écrit au procureur de la République de La Rochelle, on n'a jamais voulu m'écouter. Silence dans la salle et l'avocat général qui regarde la tapisserie du fond. Les jurés, eux, ont regardé Mauvillain. Il s'est levé un moment, il a ouvert les mains et il a dit « Mais pourquoi donc j'aurais tué Mademoiselle Meillan ?» Eh oui, pourquoi lui aurait-il cassé la tête, ce retraité tranquille, passionné de l'œuvre d'histoire ? Pourquoi ? Lorsque les jurés sont rentrés, Guy Mauvillain, je m'en suis aperçu, s'est levé en fouillant des yeux leur visage pour savoir si cette fois on l'avait cru. Ouais, ils l'ont cru, acquitté. Des larmes sur les joues, un regard vers sa femme. Yvette a souri, puis blêmi, puis elle est tombée au sol et s'était évanouie. Ils avaient payé tous les deux par 7 ans de souffrance la négligence et l'incompétence de certains qui se regorgeaient de rendre la justice. Guy et Yvette sont morts il y a quelques années, morts de fatigue, d'avoir tant pleuré et désespéré. Mais personne ne saura jamais plus sans doute pourquoi et à qui Mademoiselle Élise a ouvert sa porte ce soir pluvieux, glacial de janvier 1975. Une question ? Est-il parfois repassé devant le 51, l'homme qui ce soir-là a fracassé la tête de Mademoiselle Élise ?